Donc d'abord quelques mots sur les objectifs que je me suis un peu fixée dans le cadre de cette conférence. L'un des objectifs, c'est de vous donner du matériau philosophique. Mes conférences sont parfois un peu lourdes, j'en ai un peu conscience, mais mon idée, c'est de vous donner du matériau philosophique, en particulier pour la dissertation, pour l'épreuve de dissertation. Et sur le document écrit, j'ai listé un certain nombre de sujets, de libellés philosophiques, dans lequel vous pouvez exploiter ce matériau qui va vous être présenté. Donc, première chose que je voudrais dire, c'est que la pensée philosophique se déplie dans ce qu'on appelle des paradigmes ou des schèmes, si vous préférez, des grands schèmes qui articulent organiquement les notions. Et la notion de plaisir également s'inscrit dans ces grands schèmes qui les organisent. Et je vous propose un aperçu de cette notion et de son évolution à travers 3 auteurs. Alors, le premier, vous pouvez le deviner. Comme on est en petit comité, vous pouvez peut-être y aller. Non? Oui, voilà, Platon. Alors, vous avez une idée de pourquoi Platon? Outre qu'il est le premier, qu'il est célèbre, etc. Mais il y a une raison précise également. Non? Alors, la raison est très simple, c'est que il y a un livre de Platon qui s'appelle le Philèbe, et qui s'appelle le Philèbe ou du plaisir, c'est-à-dire que Platon expose sa théorie du plaisir dans le cadre platonicien qui lui est habituel, c'est-à-dire qu'il a en face de lui un interlocuteur, l'interlocuteur s'appelle Philèbe, et Platon va discuter et contrer Philèbe dans sa théorie du plaisir. Donc, c'est donc en fait la première théorie un peu organisée que nous avons dans l'histoire de la philosophie sur le plaisir. Le deuxième auteur est Saint Augustin. Alors, pour une autre raison, d'abord parce que c'est un univers qui est chrétien, donc avec un marquage moral beaucoup plus net, et aussi parce que, tout simplement, Augustin va tenir Platon pour ce qu'il appelait la gloire de la pensée païenne. Il dit ça dans la Cité de Dieu. Et donc, il a un grand respect pour Platon, qu'il a lu, mais il va reprendre un certain nombre de ces idées pour les assumer dans un autre paradigme, dans un autre schème, qui est son schème à lui du plaisir, et donc ce que je vais essayer de vous exposer brièvement. Et enfin, le troisième, c'est Thomas d'Aquin. Donc là, on passe au Moyen-Âge, dans une autre perspective. Alors, saint Thomas reprend Augustin, mais il ne reprend pas seulement Augustin, il reprend aussi Platon, etc. Alors, la différence, l'apport spécifique de saint Augustin par rapport aux 2 autres, c'est que c'est vraiment de saint Thomas, c'est que c'est vraiment à partir de saint Thomas que le plaisir va être lié organiquement à la question de la beauté. Et donc, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que le plaisir ne s'inscrit pas uniquement dans une dimension morale, mais également dans une dimension esthétique, psychologique et métaphysique avec Platon. Donc, je commence avec Platon. Donc, le Philèbe ou du plaisir, plaisir contre sagesse. Pour les premières philosophies morales de l'Antiquité, toutes les philosophies de l'Antiquité, y compris les philosophies de la liberté, s'inscrivent dans de grandes philosophies morales. Donc, la vie humaine se décline en 2 pôles. Qui peuvent être, je crois, considérés comme des invariants anthropologiques de l'expérience humaine. Le plaisir et la douleur. Donc, ils partent d'un constat qui est empirique. L'homme recherche le désir, fuit la douleur. Et, évidemment, selon cette empiriologie qui est un peu primaire, le plaisir est bon, la douleur est mauvaise. Alors, avant le Philèbe, il y a un livre qui s'appelle le Théète, qui pose le problème en termes quasiment épistémologiques, c'est-à-dire une théorie de la connaissance. Après avoir établi que la science humaine se réduit à la sensation et au raisonnement appuyé sur la sensation, les sophistes étaient trop conséquents pour ne pas conclure que la sensation agréable ou pénible explique la vie morale tout entière. Ce qui évidemment va faire protester très largement Platon. Que le mal donc est dans la peine et que le plaisir est dans le bien. Et que le but unique de l'existence, et que le plaisir étant le bien, il devient le but unique de l'existence. Et le Philèbe se présente comme le complément du Théète. Il examine les conséquences de cette idée et commence par, donc Platon, examine les conséquences de cette idée et commence par réfuter ce principe pour essayer de construire une théorie du plaisir. Donc, on a quoi? On a d'un côté Philèbe qui dit le bien de la vie humaine, la grande orientation de la vie humaine, c'est le plaisir, et on a en face Platon qui va essayer de montrer que ça n'est pas soutenable.
il ne va pas lui dire non, c'est pas comme ça, mais que ça n'est pas soutenable. Donc à la base, ce qui est en cause, c'est la finalité même de la vie humaine. Quelle est la fin de l'homme? Le plaisir ou autre chose? Donc pour Platon, la fin de l'homme, c'est la sagesse. Donc Platon souligne d'autant plus vigoureusement qu'il cherche non pas des règles d'éthique, mais les principes mêmes de l'éthique. D'une manière générale, Platon fait la chasse aux essences. Quand vous regardez les livres de Platon, La République ou de la justice, il recherche l'essence de la justice. Le Ménon, il recherche, dans le Typhon, il recherche l'essence de la piété, l'essence de la vertu, etc. Donc, conformément au système philosophique qui est le sien et dans le cadre de cette chasse aux essences, il se demande deux choses. Ce qu'est le plaisir en soi, et la place qui lui revient dans la vie humaine. Alors, Philèbe, l'un des interlocuteurs de Socrate, reprend une idée classique. Le plaisir est le juste but que visent tous les vivants, il est donc pour tous un bien. Donc Platon pose la question du plaisir de manière drastique en termes de choix de vie. Il n'y a que deux orientations possibles, le plaisir ou la sagesse. Celle-ci vient faire obstacle à l'infini de celui-là. Si le plaisir est un bien, et parce que le plaisir est désirable, il est un bien, il entre en compétition avec la sagesse. Face à Philèbe, il va défendre la prééminence de la sagesse. Donc, que dit Philèbe? En ayant la joie, j'aurai tout. Ou voir, répond Platon. Au contraire, pour Platon, la sagesse est plus proche du bien, c'est-à-dire de l'accompli et de l'achevé, que ne l'est le plaisir, et c'est ce qu'il va montrer. Alors, cependant, et c'est là le paradoxe, Platon ne l'ignore pas, qui voudrait d'une sagesse sans plaisir? Qui voudrait d'une vie de sagesse sans plaisir? C'est une vie d'ascète. Seuls les grands ascètes en sont capables. C'est une vie insensible, inhumaine, etc. Qui voudrait d'un plaisir par ailleurs, sans conscience, simple processus de restauration, dont aucune âme ne recueillerait la saveur. Donc pour Platon, suivre le plaisir, c'est une vie animale. Tout le texte se présente dès lors comme une progressive disqualification de ce plaisir que Philèbe proclame constituer le bien suprême. Socrate commence par nier que le plaisir et le bon soient une seule et même chose, parce que ce que veut Socrate, c'est aussi de démontrer son affaire. Mais il va postuler une nette distinction entre ce qui est bon et ce qui plaît. Tous deux désirables. Tous deux relèvent d'un grand genre qui est le désirable. Dans ce désirable, il y a deux sous-genres, en quelque sorte deux espèces, comme diraient les médiévistes, le bon et ce qui plaît. Et c'est en quoi il est métaphysicien, et c'est en quoi la doctrine du plaisir de Platon s'inscrit dans une métaphysique, et qui est une métaphysique qui nous est déroutante. Je trouve que ça, c'est très déroutant. Donc, le bien est le concept central de sa réflexion sur le plaisir. Or, dans la nature du bien, la sagesse entre infiniment plus que le plaisir. Et derrière cette distinction essentielle, qui est une opposition de structure, il y a un enjeu pratique. L'hédoniste contre le philosophe, bien sûr, la vie de plaisir contre la vie de l'esprit ou de l'intelligence, la vie animale contre la vie humaine. Donc vous voyez bien qu'il durcit les arêtes. Il y aurait donc plusieurs genres de vie. La vie agréable, la vie de plaisir, la vie voluptueuse, ça dépend des traductions. La vie pénible, ou enfin un autre chemin qui n'est ni l'un ni l'autre et que Platon appelle la vie mixte. Donc on a le choix entre une vie de plaisir, qui est une vie animale, une vie de sagesse qui est impossible, et une vie mixte que finalement Platon va globalement plutôt défendre. Alors il va la défendre, mais enfin on n'est pas tout à fait certain que c'est celle-là. On a parfois l'impression que cette vie de sagesse, elle le fait bien rêver. Alors la vie heureuse, c'est une métaphysique qui implique une épistémologie. Donc, pour comprendre la pensée de Platon dans le Philèbe, il faut garder à l'esprit le Parménide. On tient Parménide pour l'inventeur de la métaphysique parce qu'il a imaginé l'idée de l'être et qu'il l'a associée à l'un. Alors Platon pense le plaisir dans le cadre de cette métaphysique où l'être est ce qu'on appelle un genre, qui se décline en sous-genres, mais lui il appelle toujours ça des genres. Donc il y a un grand genre et puis des genres qui en découlent. Alors il en voit 5 et j'en ai retenu que 2 parce qu'il n'y en a que 2 qui nous intéressent ici, et puis parce que même dans le livre, il en liste 5 et puis après il oublie les 3 autres. Bon, c'est comme ça. Platon fait souvent ça d'ailleurs. Il fait une liste et puis après il oublie une partie de la liste. Donc ici il retient le fini et l'infini, parce que lui-même, donc dans son raisonnement, il oublie les autres genres. Donc c'est à l'infini que Platon lit le plaisir, tandis que le plaisir est infini. Bon, Descartes, il disait que la volonté est infinie, etc. Bon, on n'en sait rien, mais enfin, c'est pas non plus absurde. En tout cas,
le désir de plaisir que nous pouvons avoir en nous est effectivement, on peut considérer qu'il peut être infini. Donc Platon lie le plaisir à l'infini, tandis que l'intelligence, qui est du côté de la sagesse bien sûr, est apparentée à la cause ordonnatrice du monde et donc à la divinité. Le plaisir est par ailleurs, et ça c'est un paradoxe, un genre mixte entre le fini et l'infini. Donc ce sont des subtilités de casuisme, ça nous déroute, en tout cas moi je trouve ça un peu curieux, mais elles lui permettent tout simplement une chose, c'est qu'elles lui permettent de tirer une échelle des plaisirs, à partir d'une distinction structurante entre les plaisirs purs ou purifiés et les autres. Donc Platon distingue d'abord les plaisirs non purifiés des plaisirs purifiés. Alors, les plaisirs purifiés, ce sont tout simplement les plaisirs qui impliquent la beauté. Et donc, en fait, derrière, progressivement, il va y avoir une théorie de la beauté, mais il ne l'attire pas tout de suite du Philèbe, il l'attire plus tard dans le banquet. Mais on peut en voir déjà les prémices dans le Philèbe. Donc, il faut y ajouter les plaisirs inspirés par le travail manuel, et enfin les plaisirs purs, inspirés par le travail intellectuel. Donc, en fait, il y a des plaisirs purs dans tous les domaines. Il y a des plaisirs purs dans le travail intellectuel, dans le travail manuel, et puis il y a des plaisirs purs qui sont purifiés, et qui sont liés au sens, mais ils sont purifiés dès lors que la beauté intervient. Alors ça, c'est saint Thomas qui va reprendre cette idée-là plus tard. Il y a pour Platon donc des plaisirs sensibles purs qui ne sont mêlés d'aucune peine. Mais le plaisir n'est cependant pas du côté de l'intelligence. Donc ensuite, il établit un classement entre ce qu'il appelle les générations du bien, ou ce qu'on peut dire les différentes espèces du bien. Donc d'abord la mesure, puis la proportion, qui est la catégorie centrale de la beauté, et seulement ensuite viennent l'intelligence et la sagesse, suivis des connaissances propres à l'âme, et enfin, bon dernier, les plaisirs. Donc en fait, il fait une espèce, encore une fois, de hiérarchie des genres, et en dernier, il met les plaisirs. Alors attention, pas tous. Il ne met que les plaisirs qui sont exempts de peine et qui seuls entrent dans ce qui appartient au bien. C'est-à-dire, seuls entrent dans ce qui appartient à la grande catégorie du bien, les plaisirs qui sont exempts de peine. En quoi il reste fidèle à cette grande théorisation, cette grande distribution de l'Antiquité qui associe la peine au mal. D'une certaine manière, il reste encore empreint de cette idée essentielle. Donc la définition des plaisirs sans mélange suit une progression qui s'élève du sensible à l'intelligible, du phénomène à l'essence, de l'expérience à l'idée, c'est-à-dire qu'en fait ici on reconnaît l'épistémologie de Platon. Sa hiérarchie des plaisirs suit, vous savez, ces trois degrés que l'on retrouve dans le mythe de la caverne. En général, en terminale, on fait parfois le mythe de la caverne. Sinon, si ça vous intéresse, vous allez le lire. Les plaisirs purs donc, sont pour Socrate ceux qui viennent de la beauté des couleurs, des formes, des odeurs ou des sons. Alors il donne au son un statut inférieur. Donc là, il y a déjà encore une espèce d'échelle des arts, mais il ne développe pas. Et je crois que, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé dans aucun autre livre, mais il y aurait peut-être là déjà une espèce d'intuition d'une architecture des arts, mais il ne développe pas. Alors ainsi s'achève l'inventaire des plaisirs purs et sans mélange, depuis les plaisirs des sens, dont Platon d'ailleurs n'a retenu que 3, la vue, l'odorat et l'ouïe, jusqu'au plaisir intellectuel de la connaissance exacte. Mais en homme pratique, Platon voit bien qu'une vie sans plaisir est impossible. Il plaide donc pour une vie mélangée, seule vie possible. Alors la question, c'est quel degré de mélange? D'accord, la vie mixte, mais comment on mélange ça? Donc toute l'enquête du Philèbe tend alors, à partir de ce moment, à définir cette troisième vie, composée du mélange des deux autres, la vie de plaisir ou la vie de sagesse, ou vie de l'intelligence. Donc nous nous trouvons ici dans ce genre de bien qu'est le mixte, et non l'exact ni le parfait, qui seul pourtant serait en mesure de nous contenter. Donc tout ça est très approximatif. Donc il y a là un paradoxe qui n'est pas résolu et qui prend corps dans l'anthropologie platonicienne, et en particulier dans l'épineux et lancinant problème du corps et de l'âme. Parce qu'il est d'abord une sensation, le plaisir implique le corps. Donc même en purifiant les plaisirs, il est difficile de concevoir des plaisirs qui nieraient résolument le corps. La plus terrible des ascèses ne peut nier les nécessités biologiques. Il y a là une impossibilité logique. D'un côté, Platon admet que la vie heureuse est une vie mixte, de l'autre, il ne peut résoudre le problème qui est lié à sa métaphysique. Le corps appartient à ce que les anciens appellent la génération. C'est le terme tout simplement qui est le leur pour signifier la corruptibilité. Ce qui appartient à la génération est corruptible. Parce que le plaisir est de l'ordre de la génération, donc de la corruption, le plaisir est du côté du corps. Or, dans la métaphysique platonicienne, c'est l'âme qui est une espèce de parcelle de la divinité incréée, etc. Donc c'est seule l'âme qui est coefficientée de l'immortalité, de la beauté, etc. Donc là, il a un vrai problème, à mon avis, insoluble. Donc Platon le dit clairement, seule l'âme est du côté du bien,
puisqu'elle est immortelle et incorruptible. Le corps mortel est donc associé au périssable et donc d'une certaine manière au mal. L'aporie est insurmontable. Alors, il ne la résout pas d'ailleurs, il ne résout pas tout, hein. Il soulève des problèmes, c'est bien. Donc Platon voit en revanche et formule clairement le problème essentiel que pose le plaisir dans ses enjeux pratiques, et qui est le gouvernement du corps animé. Là, je mets entre guillemets parce que c'est ce qu'il dit. Là, c'est vraiment les termes. Le gouvernement du corps animé. Mais il le voit comme en passant et comme une question annexe. Et le gouvernement du corps animé, par contre, c'est ça qui va être repris ensuite dans la tradition chrétienne, qui va être le problème majeur du plaisir, c'est-à-dire comment gouverner ce corps animé mu par des pulsions, ce besoin ce désir de plaisir aussi, etc. Alors, mais Platon soulève le problème, le voit, mais ensuite il va filer sur d'autres problématiques qui sont les siennes. Donc lorsqu'il pense cette organisation, il la pense de manière duelle, en essayant d'établir que cette organisation est attachée structurellement au plaisir ou à l'intelligence. S'il démontre que c'est à l'intelligence, alors il aura établi la dignité de celle-ci sur le plaisir. C'est son problème, c'est ça qu'il veut. Il veut établir la dignité de l'intelligence sur le plaisir. Ayant établi la dignité de l'intelligence, il aura établi que la grande orientation de la vie humaine, c'est la sagesse. Curieusement, il ne fait pas appel à la raison comme instance régulatrice et même rectrice des plaisirs et bien sûr des désirs. Alors, c'est une grande opposition qui ne se dessinera que plus tard dans l'histoire de la philosophie. Platon disqualifie le corps, lieu des appétits sensibles, face à l'âme, lieu alors, de la sagesse, de la mesure et surtout de l'éternité. Alors, le problème, c'est qu'entre les deux, il y a le beau et il y a aussi le vrai. Et il va essayer de résoudre le problème. Donc, plaisir, beauté, vérité. Car dans son interrogation sur ce qu'est le plaisir, Platon ne peut pas ne pas rencontrer la beauté. D'ailleurs, plus tard, c'est ce qui sera formulé, l'une des définitions de la beauté formulée, alors un peu plus tard, mais qui était déjà là, la beauté, c'est ce qui plaît. C'est la définition de saint Thomas, ça sera repris ensuite par Kant, la beauté, c'est ce qui plaît, plus quelque chose qui rajoute. Mais il pique ça à saint Thomas. Alors, le beau, c'est ce qui plaît. Le beau, donc, c'est ce qui est source de plaisir. Plaisir et beauté, ça va ensemble. Or, c'est du moins dans ces paradigmes antiques et médiévaux. Plus aujourd'hui. Mais jusqu'il n'y a pas si longtemps, le plaisir et la beauté étaient liés. Alors, c'est le beau dans les êtres qui constitue l'aimant, qui nous élève vers le bien, mais c'est le plaisir qu'il provoque en nous qui nous met en mouvement. Donc ça, c'est Platon. Le plaisir et la douleur sont les effets dans notre âme du monde extérieur, ce qu'on appelle les passions, qui les poussent à agir. Passion, ça veut dire... Alors, les philosophes du XVIIIe siècle appelleront encore ça des affections, c'est-à-dire ce qui nous affecte, ce qui nous meut, ce qui nous fait bouger. Les chrétiens appelleront ça, ils qualifieront ça plus précisément comme une grande puissance de l'âme qui s'appelle l'irascible, c'est-à-dire ce qui nous... Ouais, la colère est derrière, oui. Vous voyez, la colère est une passion. Croyez-moi, je suis une grande irascible, c'est ce que m'ont dit mes élèves. Ah, madame, vous êtes irritable. Il n'y a pas véritablement de doctrine des passions dans le Philèbe, mais c'est là que s'enracine dans la pensée philosophique le lien entre le plaisir et les passions, et ce n'est que plus tard qu'il sera élaboré, ou peut-être ailleurs, hein, chez Platon. Là, encore que je ne suis pas certaine, mais il faut aller vérifier. Alors, c'est qu'une nouvelle distinction vient compliquer l'affaire, celle qui différencie les plaisirs intenses et les plaisirs qui connaissent la mesure, puisque la mesure, c'est une des catégories de la beauté. Donc, et vous vous souvenez aussi, vous avez dû apprendre ça tout au long de votre scolarité, les Grecs détestent l'hubris, la démesure. Ils ont une détestation de cette faute souveraine, suprême. D'où ce coefficient sur la mesure. Alors, à cette qualité de la pureté ou de la purification des plaisirs, il faut ajouter donc la mesure et le mesurer, car le plus pur plaisir naît toujours de ce qui est parfaitement accompli dans ce genre, et il ne saurait y avoir de plaisir dans la démesure. Contrainte de toujours exacerber sa souffrance pour renouveler sa jouissance. Vous voyez bien qu'il est quand même fin psychologue, hein. Il connaît, il est peut-être métaphysicien, mais il s'y connaît aussi dans le domaine de la psychologie du désir. Il revient bien sûr à la connaissance de définir la mesure, tandis que le plaisir est, de par sa nature même, démesuré, sauf s'il a été purifié. Donc vérité, mesure et beauté sont le fait de la science plutôt que du plaisir. Alors beauté, proportion et vérité sont par ailleurs les trois constitutifs du souverain bien. Alors j'ai enlevé, j'ai pas...
Je n'ai pas restitué toutes les étapes, hein. Il y a encore quelques étapes, mais c'est difficile de restituer toutes les étapes de la pensée platonicienne, parce que certaines sont parfois déroutantes pour notre mentalité moderne, et donc il faut essayer un peu de reconstituer pourquoi il pense comme ça. Enfin, en tout cas, c'est l'effort que je fais parfois, ou j'essaie de faire. Donc, beauté, proportion, vérité sont d'ailleurs les trois constitutifs du souverain de bien. Chacun a plus de parenté avec la sagesse qu'avec le plaisir. L'intelligence doit l'emporter sur le plaisir, qui ne vient, vous vous souvenez, qu'à la 5e place dans la liste des genres du bien. Il suffit alors à Socrate de montrer comment beauté, proportion, vérité appartiennent à la science plutôt qu'au plaisir, science ou connaissance, hein, dépend des traductions, pour reconnaître dans le mélange la supériorité de la science sur le plaisir. Alors, je conviens que la démonstration est un peu oiseuse, mais elle est recevable. Donc par ce geste philosophique, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est le geste philosophique, parce qu'il fait intervenir la question de la vérité. Vous voyez que le plaisir fait surgir d'abord la question du bien, puis la question de la sagesse, puis l'intelligence, puis la beauté, et maintenant la vérité. C'est à la connaissance d'énoncer la vérité. Tandis que le plaisir recourt à toutes les ruses de la séduction et n'hésite pas à mentir si le mensonge est le prix de la jouissance. C'est ainsi qu'Apathée, proche de peito, la persuasion, peito ça veut dire la persuasion, la capacité de persuader, et qui désigne la tromperie séductrice, la douceur caressante et charmeuse, et suivante d'Aphrodite, et qu'elle est encore la fraude, la ruse, la trahison. Et c'est en ce sens que Protarque, qui est le second interlocuteur de Platon, qui n'intervient pas beaucoup, mais enfin de temps en temps, peut dire ici que les plaisirs d'Aphrodite sont imposteurs, parjure et sans raison. Et donc, le plaisir est associé au mensonge. Au leurre séduisant mais ambigu, le philosophe préfère donc l'éclat manifeste du vrai, qui ne scelle ni ne dissimule rien. Si la vie de plaisir est disqualifiée, c'est parce qu'elle implique l'oubli de la vérité. Et ça, évidemment, il ne peut pas le pardonner. Je passe maintenant à Augustin. Alors, ceci dit, vous voyez bien que Platon n'a résolu aucune des apories qu'il a soulevées, hein. Et il finit d'ailleurs, si vous regardez l'ouvrage, il finit un peu sur une pirouette. Formulée, hein. La pirouette est formulée. Donc, il n'a pas tout résolu. Alors, Augustin. J'ai titré « Plaisir, beauté, amour ». Je ne sais pas, amour, gloire et beauté, mais presque. Excusez-moi. Donc la question de la vie heureuse, alors qui reste la question d'Augustin, mais qu'il va renouveler. Alors au point de passage de l'Antiquité et des temps nouveaux, on trouve saint Augustin. Donc point de passage de l'Antiquité et des temps nouveaux, hein, il voit la chute de Rome, il est latin, mais il est gorgé jusqu'à la moelle des catégories grecques. Platon, c'est la gloire de la pensée païenne. Et on ne connaissait qu'assez peu Aristote, puisque Aristote, la pensée aristotélicienne, la réintégration qu'on n'a pas appelée la réintégration d'Aristote dans la pensée philosophique se fait essentiellement au XIIe siècle. Ça ne veut pas dire qu'on ignorait Aristote, mais il était beaucoup moins connu et moins lu que Platon. Donc il n'y a pas dans l'œuvre d'Augustin l'équivalent d'un Philèbe, hein, ce n'est pas la peine d'aller chercher, il n'a pas théorisé, il n'a pas écrit une théorie du plaisir. Il faut chercher sa théorie du plaisir dans sa philosophie morale, mais aussi dans sa philosophie politique, et en particulier dans la Cité de Dieu. Donc, Augustin tient Platon en très haute estime, comme lui. Donc, il reprend des éléments de Platon. Comme lui, il détermine la vie en général par l'objet de son désir. Quel est l'objet de mon désir? Une vie de plaisir, une vie de sagesse, la vérité ou le plaisir. On retrouve le grand modèle de questionnement platonicien. Comme Platon l'a vu également, le bien doit être souhaité par tous et pour lui-même. Mais il ajoute une nuance dans la définition du mot. Aimer consiste à désirer une chose pour elle-même. L'amour est désir et il est élan. Et parce qu'il met l'amour à la racine de toutes les passions, il en voit le danger et en mesure la portée. Vous voyez bien que dans la théorie du plaisir d'Augustin, ce qu'il n'y a pas chez Platon, il y a d'emblée la notion des passions. C'est là aussi chez Platon, mais c'est présent et ça fonctionne chez Augustin, alors que ça ne fonctionne pas philosophiquement chez Platon, mais ça fonctionne chez Augustin.
Alors, c'est pourquoi, donc parce qu'il met l'amour à la racine de toutes les passions, il en voit le danger et en mesure toute la portée. C'est pourquoi il va mettre l'accent sur l'appétit sensitif, bien plus que Platon ne l'a fait. Même Platon a eu, enfin, il me semble que Platon a plutôt essayé de le gommer. L'appétit sensitif, c'est-à-dire l'appétit qui correspond au sens, par opposition aux appétits. Il y a des appétits intellectuels. Hein. Nous autres qui disons un petit peu beaucoup, on sait bien qu'il y a des appétits intellectuels. Il y aurait dans l'homme une espèce d'amour qui est d'ordre purement animal, amour exclusivement charnel et intimement lié au sens, voire exclusivement gouverné par l'attrait des sens. C'est ce qu'il appelle l'amour sensitif. L'amour demande, et à sa manière accomplie, l'unité sans faille, l'unité effectivement consommée des personnes. Et donc dans l'ordre naturel, il est une perfection ontologique de la nature. Surtout, il est disponible du point de vue moral au meilleur et au pire, de là sa splendeur et son ambiguïté, et de là sa pervertibilité aussi. L'amour excessif des choses sensibles, selon Augustin, peut être un amour non régulé. Et c'est précisément là le danger dans la perspective chrétienne qui est celle d'Augustin. Il va lui donner un nom, la volupté. C'est cette volupté qui fait l'objet d'une condamnation assez sévère. Dans un texte imagé comme il en a l'art, Augustin met en scène les vertus au service de la volupté donzelle impérieuse et sans honneur. C'est comme ça qu'il l'appelle. Je vous lis le texte parce que je trouve... J'adore, je trouve que c'est un monument de style. La volupté est assise sur un siège royal à la manière d'une reine délicate. Les vertus lui sont soumises comme ses servantes. Elle commande à la prudence de rechercher attentivement les conditions de son règne et de sa santé, à la justice de lui fournir les avantages possibles pour lui procurer les amitiés nécessaires au maintien de son bien-être corporel et de ne faire tort à personne, de peur que la violation du droit ne compromette la sécurité de sa vie. Ça s'appelle la lâcheté. À la force, en cas de douleur corporelle qui n'entraîne pas la mort, de retenir fortement au fond de sa pensée la volupté, sa souveraine, afin que le souvenir des délices passées amollisse l'aiguillon de la douleur présente. À la tempérance de régler la mesure des aliments, et si certains sont délectables, de prévenir tout excès qui troublerait la santé et compromettrait gravement cette volupté par excellence que les épicuriens situent dans le bon état du corps. Donc, c'est une condamnation en règle. Hein. Donc les ennemis, là, ce n'est pas Platon, ce sont les épicuriens et les stoïciens. Alors, Augustin touche ce point central hérité de la pensée qu'il appelle païenne, antique, selon lequel l'homme cherche le plaisir et évite la douleur. Mais là, ce n'est pas Platon qui le combat, ce sont l'épicurisme et le stoïcisme pour qui une vie heureuse serait une vie sans douleur. Et comme Platon, il rencontre la question des passions. Platon posait la sagesse donc comme grande orientation de la vie humaine. Le monde chrétien pose la perfection qu'il appelle sainteté comme but de la vie humaine. Et il va ancrer la problématique du plaisir dans la philosophie morale où, au fond, elle est restée. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. La problématique des plaisirs, elle est restée piégée là. Donc, trois adversaires, les platoniciens à qui il reconnaît une philosophie nuancée, et les stoïciens et les épicuriens. Comme pour Platon, la question des passions est décisive et il s'appuie pour les définir sur le clavier des affections fondamentales en l'homme. C'est-à-dire qu'il va un petit peu plus loin parce qu'il cherche l'outillage qui va lui permettre de commencer à traiter la question des passions, alors que Platon glisse là-dessus. Donc il y en a trois, la joie, la crainte et la tristesse. C'est très pratique ça pour les élèves. Hein. Moi je me suis appuyée là-dessus pour les élèves. La joie, la crainte et la tristesse. Et effectivement, quand on vérifie ça auprès des élèves. Bon, dites-nous, vous alors, quels sont les grands... On arrive à leur faire dire qu'effectivement, ce sont les trois grandes notes de ce qui est fondamental en eux. Donc il n'a pas si dit, il n'a pas tort. Je crois que Platon a quand même, psychologiquement, il a vu des choses qui me semblent très justes. Il reprend la question posée dans le Philèbe. Qu'affecte-t-elle dans l'homme le corps ou l'âme ? La réponse est sans ambiguïté. L'âme aussi peut être agitée de mouvements passionnels. C'est la raison de l'importance qu'Augustin va accorder non seulement à la volonté, mais à la volonté droite. Pourquoi ? Parce que c'est évidemment la volonté qui va gouverner les passions. D'où ce qui va se construire ensuite et qui va se retrouver chez saint Thomas. Les passions ne sont pas mauvaises, bien au contraire, mais elles doivent être gouvernées. Qu'est-ce qui gouverne les passions ? La raison rectrice. C'est le cornac sur l'éléphant qui doit éviter que l'éléphant démolisse tout, parce que les passions, c'est une violence terrible. Et les Grecs connaissaient très bien cette question des passions. Bon, d'accord, c'était les dieux qui étaient responsables de l'amour, de Phèdre, etc. Mais enfin, c'était quand même bien violent, tout ça. Ça démolissait affreusement. Alors, mais la réponse est sans ambiguïté, donc. Alors, Augustin n'est pas bien loin de Platon. Ce que le philosophe grec appelle les désirs non purifiés, Augustin l'appelle concupiscence.
ce sont des... Il reprend les concepts, mais il les nomme plus précisément, et puis il les réarticule dans une autre configuration nettement morale, mais pas que morale, justement. La libido, je me dépêche parce que je ne veux pas dépasser le temps. Donc la libido, dans l'acception qu'en a Augustin, est cette tendance inhérente à l'homme qui le pousse à satisfaire sa concupiscence. Donc la libido, c'est bien avant Freud. Il distingue 3 types de libido qui correspondent aux passions profondes les plus répandues. La libido sentiendi, il entend la tendance à satisfaire les désirs des sens qui se manifestent dans la luxure, la paresse ou la gourmandise. Bon, on connaît tout ça. Ou encore la curiosité qui pousse à aller, par exemple, au théâtre. Pour Augustin, c'est relativement condamné, hein, les théâtres. Bon, encore une fois, c'est 4e siècle après Jésus-Christ, c'est Rome. Donc le théâtre, pour lui, c'est le pain, les jeux, hein, quand même. Donc la libido siendi désigne ce qu'Augustin définissait, oui, c'est pas mezzo uniquement. Donc la libido siendi désigne ce qu'Augustin définissait avant comme la curiosité ou la vanité de l'homme, lorsque celui-ci, reposant sur ses doctes connaissances, prétend appréhender par la seule raison la vérité. Donc c'est le grand rationalisme, c'est au fond le premier avatar de la libido siendi dans la pensée platonicienne. Augustinienne, pardon. Enfin, la libido dominandi, qui n'est rien d'autre que la volonté de puissance, de domination sur l'autre homme qui pousse à l'orgueil. Bon, il me semble qu'il a vu l'essentiel de nos grandes tendances mauvaises. Chez saint Augustin, la condamnation de la volupté est radicale, parce qu'elle signifie un désordre foncier et l'asservissement de ce qui doit être pas seulement discipliné, mais ordonné dans l'âme même. Donc il reprend la doctrine paudinienne et il met en lumière dans l'homme lui-même un combat essentiel, le désordre entre 2 ordres, le corps et l'âme. Et par là, la tendance de l'homme à agir selon ce que le monde chrétien appelle la chair, c'est-à-dire tout simplement les appétits sensibles, l'ensemble des appétits sensibles, l'ensemble des appétits libidineux, ce qu'on appellerait libidineux, mais libidineux a pris c'est plus tout à fait juste. La libido chez Augustin, c'est beaucoup plus large et beaucoup plus profond que le côté libidineux d'un DSK, c'est ça bon. C'est cette injustice, je sais pas, ce qui vous parle. C'est cette injustice fondamentale qui est la source en l'homme de tous les désordres, à commencer par celui qui met la chair d'abord, et non pas l'esprit, et qui va désorganiser la structure générale de l'homme. Donc la disqualification chrétienne ne porte pas sur le plaisir lui-même, sur ce désordre. Il porte sur un désordre. Augustin est parfaitement clair sur le statut de ce qu'il appelle la chair. Elle est bonne dans son genre et dans son ordre, mais déserter le Créateur pour vivre selon une créature, là est le désordre pour lui, et dans le langage chrétien, ils appellent ça le vice. La vie sensible, donc la vie de plaisir corporel, doit être ordonnée à l'âme. En quoi il hérite de Platon ? Il ne s'agit pas de rejeter la concupiscence, mais de ne pas lui accorder sa volonté. Une vie de plaisir dans laquelle l'homme obéirait à sa concupiscence ne serait rien d'autre que l'ordre du désir et des désirs, et surtout le règne de l'injustice. Et c'est en quoi saint Augustin va un peu plus loin, c'est que ce qu'il voit, son innovation, c'est qu'il voit les conséquences politiques du plaisir. Choisir une vie de plaisir, c'est choisir de satisfaire ses appétits, et donc c'est un désordre qui est source de maux généralisés. Donc sa place, par ailleurs, au cœur de la question du plaisir, je dirais l'épuisante question du mal, de la douleur et de la souffrance humaine. Donc c'est sur le statut des vertus qu'il va le combattre. On se souvient que pour les anciens, la grande opposition empirique, c'est celle entre le plaisir et la douleur. Je la rappelle toujours parce que c'est dans ce paradigme-là qu'ils pensent. Et que la vie heureuse se pensait comme une vie sans douleur. Théorie que Platon récuse dans le Philèbe. Donc la vertu est au cœur du stoïcisme et le monde chrétien assume bien sûr l'idée de vertu. C'est pas lui qui l'invente. Hein. Les vertus, c'est chez Platon, chez les stoïciens, chez les épicuriens, chez Aristote. Donc Augustin reprend simplement les 4 vertus platoniciennes, la tempérance, la justice, le courage, la prudence. Alors si ces vertus cardinales sont véritables, et elles ne sauraient l'être pour Augustin, sans le don de piété, et elles ne prétendent surtout, pour lui, pas pouvoir éviter aux hommes tous les malheurs. La vertu véritable ne peut pas mentir, déjà. C'est mentir, et pour lui c'est mentir, que nier la réalité inéluctable de la multiplicité des maux qui sont susceptibles de frapper toute vie humaine. La vertu véritable doit faire que cette vie humaine, contrainte au malheur par tous les maux de ce siècle, soit heureuse,
parce qu'elle est déjà sauvée dans la perspective chrétienne, dans l'espérance du siècle à venir. C'est ainsi qu'Augustin assure plus fermement la vertu, qu'il veut élever au-dessus des vertus cardinales, la vertu d'espérance. La réponse stoïcienne comme épicurienne, si elle est disqualifiée, c'est tout simplement parce qu'elle correspond pour Augustin à ce qu'on appellerait aujourd'hui un déni de réalité. C'est complètement inimaginable et inconcevable de prétendre éviter toute douleur. Alors, la vie heureuse, c'est un impossible. Donc, que reproche au juste Augustin en vertu fût-elle cardinale? De ne pas poser correctement la question du mal. Dans l'épreuve de cette vie mortelle, qui pourrait dire le nombre de maux dont la société humaine abonde? Voilà. Donc, pour lui, existe une vie heureuse. Au fond, il arrive à la même conclusion que Platon, mais dans une perspective qui est beaucoup plus morale et politique que métaphysique, comme chez Platon. Alors, saint Thomas, le plaisir et la beauté, je termine avec saint Thomas, je vais aller plus vite, c'est juste pour vous signaler comment, chez saint Thomas, au fond, on a davantage articulé la question du plaisir en lien direct avec la beauté. Donc, XIIe siècle, on réintègre Aristote, et évidemment, à partir du moment où on réintègre Aristote, ça veut dire qu'on intègre des schèmes de pensée un peu nouveaux, un peu différents, etc. Et donc, en particulier, une école du Moyen-Âge qui s'appelle l'école des scolastiques. Donc, c'est par Aristote que la pensée hellénistique va travailler la pensée médiévale, amenant celle-ci à reprendre du point de vue aristotélicien tout l'enseignement théologique, évidemment. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une espèce de refonte, ou en tout cas une pénétration de schèmes nouveaux. Donc, concernant la question du plaisir, saint Thomas, donc saint Thomas, XIVe siècle, et c'est lui qui fait un peu la synthèse, la grande synthèse de la pensée scolastique. Puis après, ça va s'effondrer. Concernant la question du plaisir, saint Thomas se situe, comme Platon, Augustin, dans la perspective classique de la fin de l'homme, vue comme une perfection. Mais il apporte quelques distinctions décisives, et ces distinctions sont liées à Aristote. Le problème, c'est que la question que pose Platon dans le Philèbe de la grande orientation de la vie humaine, plaisir ou sagesse, ça n'a aucun sens pour Aristote. Parce qu'Aristote ne l'impose pas tout simplement. Pour Aristote, l'homme est soit politikos, soit cyclopikos, c'est-à-dire il vit de manière politique ou comme un cyclope. Vous voyez, donc comme une brute. L'homme est soit politique, social, ou alors c'est une brute. Donc pour lui, la question que pose Platon ne se pose pas. Donc ça veut dire que quand il pense le plaisir, il pense la notion en dehors de la question que se pose Platon. Pas du tout dans la même perspective. Avant la vie de la cité, c'est l'obscurité de la caverne du Cyclope. La vie de celui qui met sa fin dans les plaisirs corporels, la vie selon Philèbe, n'est pas une forme de la vie humaine comme telle. Elle est commune à l'homme et à la brute. Ça ne se pose même pas pour Aristote. Bref, la vie voluptueuse, elle est d'emblée disqualifiée. Donc à partir du moment où c'est d'emblée disqualifié, il n'y a même pas besoin de le prouver, puisque c'était ça que voulait montrer Platon. Donc en fait, le problème, tout le Philèbe, au fond, c'est en quelque sorte anéanti. Donc l'effort de Platon pour poser la dignité de la vie de l'intelligence, ni Aristote, donc ni Thomas d'Aquin, qui assume Aristote, ne le juge nécessaire. Pour eux, c'est par l'intelligence que l'homme est homme. S'il n'y a pas d'orientation de l'intelligence, l'homme n'est pas homme, c'est une brute. La vie humaine se différencie donc d'emblée en vie active, vie contemplative, selon les deux grandes tendances foncières qui sont en l'homme, la contemplation de la vérité, vie contemplative, et l'autre vers l'action extérieure. Alors je dis vie active, en fait, Aristote, c'est la vie, ce qu'Aristote appelle la vie politique, d'une manière générale, l'action. Aristote a dégagé a établi une grande différence dans ce qu'il appelle l'intelligence, l'intellect, deux grandes orientations. C'est le même organe, mais ce sont deux orientations. L'une, c'est de rechercher la vérité, pour le bonheur et la joie que donne de contempler la vérité, et une autre des orientations de l'intelligence, c'est pour l'agir, parfois aussi pour le produire, pour l'art. Donc c'est une distinction que nous devons à Aristote, elle est pratique et elle est efficace. Donc cette division correspond à la division de l'intelligence établie par Aristote, donc éthique à Nicomach, qui est bien sûr assumée par Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin établit par ailleurs une autre distinction décisive, dont Platon comme Augustin à des titres divers avaient eu l'intuition, mais ils ne l'avaient pas théorisée. Donc Thomas d'Aquin distingue l'affectivité réglée selon la raison, l'amour qui porte vers une chose en vertu du fait qu'elle nous convient, et l'affectivité réglée selon la passion sensible, l'amour sensitif qu'Augustin avait bien repéré et bien mis en évidence, nécessairement réglé par une affection dont Augustin avait vu les dangers et le dévoiement possible. Donc en fait, il reprend Augustin, mais il va un peu plus loin. D'abord parce qu'il a également été un peu plus loin dans la théorisation de toutes les problématiques liées à la raison, et donc il
il intègre ces problématiques nouvelles. Le plaisir se définit pour Thomas d'Aquin comme le repos de l'appétit, sensitif ou intellectif, dans le bien. Le genre plaisir, c'est ça qui nous intéresse, se divise alors au sens strict en plaisir et en joie, comme le genre animal se divise en animal proprement dit, la brute et l'homme. Bref, la joie est une espèce de plaisir, ce que ni Augustin ni Platon n'avaient vu. Si le repos de l'appétit se réalise dans un bien sensible, c'est le plaisir. S'il se réalise dans un bien intelligible, c'est la joie. Donc il coefficiente et il spécialise en quelque sorte la nature de la joie. Je crois que j'ai plus beaucoup de temps. Donc pour les derniers éléments sur la question de la beauté, vous pouvez aller voir le texte, je pense que je vais conclure parce que sinon ça va déborder. Donc je conclus simplement en disant que les hommes de l'Antiquité comme le Moyen-Âge, qui est solidaire des grandes options métaphysiques, ne tiennent pas le plaisir comme la fin suprême de l'homme, ni Platon, ni Augustin, ni saint Thomas. Ils ne pensent pas le monde sur le mode duel du matérialisme d'un côté et du spiritualisme de l'autre, et cette dissociation même leur était étrangère. Platon avait perçu que mettre le plaisir comme ultime finalité de la vie humaine revenait à condamner l'homme à une quête infinie autant que vaine. Donc que nous enseigne-t-il ? D'abord, première chose, c'est que les champs que nous avons en quelque sorte désolidarisés, qui sont ceux de l'éthique et de l'esthétique, consonnent, ça c'est ce que nous montre saint Thomas, mais qui est déjà là chez Platon, que déjà les stoïciens et Platon avaient établi, et qu'il y a un lien essentiel entre les options métaphysiques et la manière dont ces options métaphysiques se projettent dans le champ de la vie humaine directement et s'y déploient. On voit ça chez Platon, par exemple, très clairement pour le plaisir, qui est une question pratico-pratique, il me semble. Donc la loi, Platon a à sa suite toute une tradition philosophique n'ont cessé de plaider pour une cohésion de ces champs et pour le primat de l'intelligence. Donc la loi du pur plaisir n'est que pour eux que la justification et la glorification des égoïsmes. Pourtant, le plaisir est bon à certaines conditions, droitement ordonnées, soumis à la législation de la raison en tant que rectrice des passions, mais aussi, ce que montre, me semble-t-il, Thomas, à l'ordre de la beauté, et ce que montre aussi Platon, c'est que le plaisir, et en particulier le plaisir dans l'ordre du sensible, est bon à la condition, bien sûr, chez Platon, qu'il soit purifié, donc lié à la beauté. Alors, parce qu'on ne peut vivre sans ce que saint Thomas appelle la délectation, c'est-à-dire la jouissance, la joie, il ne reste au sens privé de ces jouissances qui leur sont nécessaires et qui sont nécessaires à l'esprit, que les plaisirs qui satisfont la curiosité brute, l'appétit brutal et la curiosité morbide. Et tout ce qui relève de l'alcool, des drogues, sont autant de plaisirs compensatoires de ce sens particulier, de ce qu'on peut appeler un logos, qui est le sens du plaisir, qui peut être considéré comme un logos, et qui requiert un apprentissage, en tout cas tous les systèmes philosophiques de l'Antiquité et du Moyen-Âge le disent, ça requiert un apprentissage, une éducation, y compris morale, et une juste reconnaissance, et j'ajouterai le plus grand respect. Merci beaucoup, merci chers collègues.